Bonjour, bienvenue et très bon début de semaine à vous. Elle est la candidate qui bénéficie actuellement d'une dynamique dans cette campagne municipale à Paris, au point qu'elle pourrait se qualifier au second tour. Encore faut-il bien sûr que cette dynamique soit durable. Nous recevons la candidate reconquête Sarah Knafo. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Tête de liste, une ville heureuse. Nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube et cet entretien est, on le rappelle, accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Une question, Sarah Knafo, avant toute chose. Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, accuse vos militants dans le 15e arrondissement et notamment votre tête de liste dans cet arrondissement, Samuel Lafont, d'intimidation et de comportement agressif hier au marché de Grenelle envers des candidats de sa liste. Que dites-vous de votre côté ? On reconnaît bien là les méthodes de la gauche. Et manifestement, Emmanuel Grégoire adapte même maintenant les méthodes de l'extrême gauche. On voit la manière dont il voudrait gouverner Paris. C'est évidemment des faits qui sont totalement faux et même inversés. Et c'est même ça le pire. C'est-à-dire que hier, sur un marché du 15e arrondissement, ma tête de liste, Samuel Lafont, excellent candidat pour le 15e arrondissement par ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à voter pour lui le 15 mars, a été agressé par des militants d'extrême gauche, agressés verbalement. Ils se sont mis à crier contre lui, contre mes militants, comme cela se fait dans de très nombreux arrondissements de Paris où ils sont agressés. Et ce dont je parle est filmé. Ce sont des images qu'on peut retrouver, notamment dans le 18e arrondissement ou dans le 20e, agressés en permanence. À ce moment-là, mes militants leur ont demandé de se calmer. Et comme d'habitude, vous avez la gauche qui essaye d'inverser les rôles. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce week-end avec l'affaire de Quentin, ce jeune homme de 23 ans, sans histoire, qui faisait des mathématiques à la fac et qui s'est retrouvé piétiné au sol. Et d'ailleurs, vos confrères de TF1 ont montré les images, je pense que ça fait un électrochoc pour les Français. Et que voit-on ? Alors que cet homme a trouvé la mort sous les coups des antifascistes, qui se prétendent antifascistes, on met des guillemets, que voit-on juste après ? Monsieur Mélenchon qui essaye d'inverser les rôles. On retrouve toujours les mêmes méthodes. Et sincèrement, c'est scandaleux qu'on puisse voir cette violence. On nous parle de violence politique. En réalité, c'est une violence communiste. Ce n'est pas de la violence qu'on retrouve de tous côtés. On la retrouve à l'extrême gauche. Il n'y a aucun lien entre la France insoumise et la mort de ce jeune homme. À l'occasion de quelle conférence est-ce que ce jeune homme a été tué ? C'était en marge d'un déplacement de Rima Hassan. Mais très bien. Rima Hassan, il me semble qu'elle appartient à la France insoumise, qu'elle en est même l'une des égéries. Oui, Jean-Luc Mélenchon était à Sciences Po, ça s'est fait entre militants dans la rue, pour le coup. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'enquête va continuer de nous apprendre des choses. Qui était le patron de la Jeune Garde ? C'est monsieur Raphaël Arnaud, député La France Insoumise. Qui l'a fait entrer à l'Assemblée nationale, ce monsieur ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Son collaborateur parlementaire, monsieur Favreau, est très certainement impliqué dans cette affaire. Je parle au conditionnel parce que l'affaire dira. Mais on est quasiment aujourd'hui sûr que ce monsieur, Favreau, utilise une large partie de son temps pour ses activités antifascistes. On peut d'ailleurs se poser la question de ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. À l'heure où on parle beaucoup d'assistants parlementaires qui ont d'autres activités, j'aimerais que ce soit des questions qui soient posées plutôt que ces tentatives de diversion indignes faites par l'extrême gauche. Et il y aura un point sur l'enquête faite par le parquet de Lyon dans la journée. Sarah Knafo, vous êtes députée européenne depuis 2024. Vous êtes née au Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un passage par l'ENA avant de devenir magistrate à la Cour des comptes. Vous êtes mis en disponibilité. Et puisque vous êtes engagée en politique, en dirigeant notamment la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en 2022, mais c'est à l'UMP que vous avez commencé votre engagement politique dans les années 2010 auprès d'Henri Guénaud. Même question que l'on pose à tous les candidats. Pourquoi les Parisiens devraient-ils vous accorder leur confiance ? Ils devraient m'accorder leur confiance parce que d'abord, j'ai un programme qui est travaillé avec sérieux, budgété. D'ailleurs, je vous l'ai apporté. Il fait 130 pages. Ce programme qui s'appelle le Manifeste pour une ville heureuse. C'est le seul programme aujourd'hui de cette campagne municipale à Paris qui est entièrement chiffré. Toutes les mesures ont été budgétées, travaillées avec sérieux. Vous l'avez dit, j'ai été magistrate à la Cour des comptes. Donc, j'ai appris à inspecter les comptes d'une ville, à remettre de l'ordre dans les comptes publics. J'ai aussi travaillé lorsque j'étais à l'ENA dans des préfectures, donc remettre de l'ordre dans la rue. Ça aussi, je crois que je saurais faire. J'en suis même certaine quand je vois ce que nous ont laissé les 25 ans de socialisme. 8000 policiers municipaux à Paris. Absolument. Porter les effectifs à 8000, aujourd'hui c'est plutôt 3000, donc plus que doubler les effectifs de police municipale. Les armées, on le voit aujourd'hui sur ces images, vous avez parfois des policiers municipaux qui sont moins armés que les voyous qui sont en face d'eux. Comment voulez-vous qu'ils soient respectés ? Madame Hidalgo a pris la décision irresponsable de désarmer
la police municipale. Alors que dans 80%... de ne pas l'armer, puisqu'il n'y en avait pas. De les laisser désarmer. Alors que dans 80% des polices municipales de France, les policiers sont armés. Même dans des villes de gauche. Donc oui, tout à fait. Voici le genre de mesures que je prendrai. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut me faire confiance pour remettre de l'ordre et dans les comptes et dans la rue. On parlera justement des finances publiques au cours de cette émission. Vous l'avez déjà annoncé, vous voulez gouverner Paris comme la Suisse, avec des consultations citoyennes et des référendums locaux pour les projets de plus de 10 millions d'euros. Sur quel domaine porteraient très rapidement ces référendums? Donc là, on parle des projets d'aménagement sur la voirie, où je considère que pendant trop longtemps, la ville de Paris a pris ses décisions toute seule, avec des conséquences majeures et sur les commerçants, et sur les flux de circulation, et sur les riverains, sans prendre en compte leur avis. Moi, ce que je dis en effet, c'est que je gouvernerai la ville de Paris comme on gouverne la Suisse, c'est-à-dire avec ses habitants. Et voilà une raison de plus de me faire confiance pour ce mandat, c'est que je demanderai toujours leur avis aux Parisiens. Je ne prendrai pas de décision de manière arbitraire avec un avis qui aura force de loi, contraignant. Mais si ça dépasse les 50% de participation. Et pas consultatif aujourd'hui. Moi, je m'engage à le respecter, quel que soit le pourcentage de participation. Et je pense d'ailleurs que ça aura un impact sur la participation. Si on dit aux gens, si vous vous mobilisez, si vous allez voter, je respecterai votre choix, quelle que soit la participation, ça aura force contraignante pour moi, contrairement à ce qu'a fait Madame Hidalgo, qui n'a fait que des consultations en réalité. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les Parisiens doivent décider. Ils ont l'intelligence de décider. Et avec mon programme, je mise tout sur leur intelligence. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de proposer, de construire avec des experts, et ensuite, ce sont les Parisiens qui décideront. Alors, il y a un projet qui fait beaucoup parler dans cette campagne, c'est ce projet que vous souhaitez pour les berges de Seine, cette voie Georges Pompidou qui a été fermée sur un peu plus de 3 km dans l'hypercentre de Paris et sur laquelle vous voulez faire revenir les voitures tout en y menant à un projet architectural. Ce projet, donc, qui serait soumis à référendum. Oui, tout à fait. Si 10% de Parisiens disent non. 10%, donc 90% disent oui. En fait, pour l'instant, le maximum de participation qu'on a eu sur les votations citoyennes, c'était 7,46%. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voulez dynamiser la démocratie participative. Je pense, comme en Suisse, qu'on peut créer une forme d'éducation civique et citoyenne quand on dit aux gens que leur voix sera considérée. Évidemment qu'on n'a pas envie de participer, quand Madame Hidalgo nous dit qu'elle décidera toute seule dans son bureau. Évidemment qu'une maire comme Madame Hidalgo, lorsqu'elle a des avis défavorables, notamment de la préfecture de police, et qu'elle ne les suit pas, on se dit finalement que notre voix servira à rien. Avec moi, la voix des Parisiens sera respectée. Donc oui, je pense qu'il y aura participation sur ce projet comme sur tous les autres. Quelle va être ma méthode de gouvernance ? La première des choses, c'est que plus aucun projet d'aménagement sur la voirie ne pourra être mis en travaux avant d'avoir, consulté les riverains, les associations locales, les commerçants, qui sont les premiers à subir, par exemple, les déviations de circulation. 2, construction du projet avec des experts, des ingénieurs en travaux publics, des architectes, comme ce que j'ai fait pour le projet que vous montrez à l'image. 3, simulation du projet sur un jumeau numérique de Paris. Et j'entends créer cette maquette numérique qui va simuler tous les bâtiments de Paris en 3D, qui pourra permettre de voir l'impact d'une décision, non seulement sur la circulation dans la rue, mais sur le quartier, sur la ville, sur les émissions de particules toxiques, sur le bruit, sur les klaxons. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans le privé, d'utiliser les maquettes numériques, mais pas à la ville de Paris. J'entends qu'on le fasse demain à Paris. Je termine, s'il vous plaît. Donc, troisième étape, simulation du projet sur un jumeau numérique de Paris. Quatrième, pour tout projet sur la voirie supérieur à 10 millions d'euros, référendum. Et enfin, cinquième et dernière étape, publication trimestrielle des avancées du projet, parce qu'on voit trop souvent à Paris des échafaudages au milieu d'une rue. Parfois, on voit même plus d'ouvriers qui viennent. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, et les Parisiens ne sont pas informés. Donc avec moi, on ne fera plus marcher les marteaux-piqueurs avant d'avoir fait ces étapes. Ce projet de Seine, est-ce que vous y croyez réellement ou est-ce que c'est pas plus pour faire parler ? Les quais sont classés, c'est dans le périmètre UNESCO. Vous coupez, dans le cadre de ce projet, l'accès au fleuve des Parisiens, en tout cas sur cette section. Est-ce qu'il est vraiment dans l'air du temps, ce projet ? Alors, est-ce que vous avez déjà lu la convention de l'UNESCO que vous citez ? Non, pas spécialement, mais en tout cas, je sais que Dresde en Allemagne a perdu son périmètre UNESCO, son label UNESCO, parce qu'elle a fait construire un pont. Est-ce que vous savez de quand date le classement UNESCO ? Non, je ne sais pas, mais je ne suis pas allé vérifier. D'accord, ça date de 1991, à une époque où les voitures roulaient. Oui, alors sur les voies sur berge. Oui, mais enfin là, vous faites une construction... Non, c'est pas peut-être, c'est sûrement. La convention de l'UNESCO de 1972 n'interdit absolument pas les constructions. Non, on peut construire, mais pour ça, il y a le risque de perdre le label. C'est parfait que vous montriez l'image, si vous pouvez montrer la beauté de mon projet plutôt que celui-ci. Voilà. Ça, c'est les quais aujourd'hui. Voilà. Là, quand vous regardez ça, est-ce que vous avez l'impression que ce projet-là
Non, ne mais respecte pas le côté l'identité visuelle de Paris. C'est même tout le contraire. Et sympathique, je dis pas Non, le pas contraire. sympathique, iconique de Paris. Ouais, Il iconique peut-être. Mais enfin bon, respecte l'identité visuelle de on Paris. voit les Alors je vais piétons vous sont répondre, ramenés je vais sur vous les répondre quais sur du ça. haut. Ce qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est les rives de Seine, pas une route goudronnée construite en peut-être. 1967. Vous êtes d'accord? Oui, non, mais d'accord. Très bien. Donc cette route qui a été construite sur l'idée géniale de Georges Pompidou et du général de Gaulle, mais bien sûr, et on le respectera à la lettre. Personne ne sera plus sourcilleuse que moi sur la beauté de Paris. Personne ne respectera davantage la beauté, l'identité architecturelle et visuelle de Paris. J'ai tout un projet sur ça d'ailleurs, sur la beauté de Paris, sur comment est-ce qu'on va utiliser le PLU pour respecter l'architecture parisienne. Personne ne sera plus sourcilleuse que moi. Sur cette question, j'y réponds parce que j'entends beaucoup de n'importe quoi de la part de mes adversaires qui, à mon avis, n'ont même pas ouvert un jour la convention de l'UNESCO avant de s'exprimer. Comme je vous le disais, ce sont les rives de Seine qui sont classées, pas une route en goudron construite dans les années 60. Quand les voitures y roulaient, depuis 1967, le classement de l'UNESCO date de 1991. Il y a des charges, par exemple, qui vous interdit de planter, par exemple, près des murs, des trous d'arbres, trop de bosquets. Vous vous êtes déjà promené sur les voies sur berge récemment? Non, mais juste, là, on est obligé de couper des arbres et de ramener les piétons sur les quais. C'est juste ma question. Est-ce que vous vous êtes déjà promené récemment sur les voies sur berge? Quand Mme Hidalgo a pris la décision de fermer les voies sur berge, qu'elle y a mis des plots atroces en béton, qu'est-ce qu'a fait l'UNESCO? Est-ce que l'UNESCO a protégé ça? Quand vous continuez de vous promener sur les quais de Seine et que vous voyez des travaux partout, est-ce que l'UNESCO a déjà fait quelque chose contre ça? Absolument pas. Mon projet est le plus respectueux de l'identité parisienne. Et maintenant, je précise quand même l'utilité de ça. Madame Hidalgo a voulu cliver, et d'ailleurs tous les socialistes, et Emmanuel Grégoire à sa suite continuent, cliver entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes. On a l'impression aujourd'hui qu'à Paris, tout le monde se déteste. C'est la guerre de chacun contre tous. Moi, ce que je veux, c'est les réconcilier. Créer cette promenade au-dessus des voies sur berge, travaux très faciles, extrêmement simples. C'est le principe d'une grande terrasse qui est posée sur la Seine. C'est pas le principe d'un pont, on construit pas le viaduc de Millau. Encore une fois, j'entends des gens dire n'importe quoi, dire que ce projet pourrait coûter des milliards d'euros. Je sais pas si vous savez. On a demandé à l'IA très rapidement, vu que vous utilisez l'IA, ils estiment votre projet entre 150 et 300 millions d'euros, et 300 millions, c'est le coût qui est estimé, par exemple, par votre concurrent Thierry Mariani, pour 2 kilomètres de projet. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous savez combien a coûté le viaduc de Millau. Des milliards d'euros, pour le coup. Et non, 350 millions d'euros. Et moi, je ne construis 350 millions d'euros. Et oui. Et moi, je ne construis pas le viaduc de Millau sur la Seine. Je construis le principe d'une terrasse 9 mètres de portée. Sur 2 kilomètres. C'est-à-dire très léger. 9 mètres de portée sur 2 kilomètres. C'est pas un pont. C'est quelque chose qui est posé sur cette route en goudron, comme je vous le disais. On pose des piliers tous les 10 mètres et pour le reste, on a juste à couler une dalle. Ce qui va coûter cher, c'est l'ornement parce que je veux qu'elle soit belle. Donc je tiens à dire à tous mes adversaires qui racontent parfois un peu n'importe quoi et qui ont réussi à vous intoxiquer, pour le coup de se pencher beaucoup plus sérieusement dans la question. Moi, je les ferai avec des ingénieurs en travaux publics qui ont quand même participé à la construction de métros aériens. À partir de là, je leur fais davantage confiance et qu'à M. Mariani et qu'à l'IA. Sur la question de la mobilité, justement, on accueille tout de suite Bertrand Lambert. Merci beaucoup. Allez, bonjour Bertrand. Bonjour Florent. Bonjour, pour 4 minutes. Bonjour monsieur. On va rester sur les voies sur berge. Très bien. Alors ce qu'on omet quand même sur votre visuel, c'est que pour accéder à ces voies sur berge, il y aura des entrées et des sorties. Donc les promenades piétonnes seront quand même très complexes. Si cet aménagement voit le jour, vous pensez que ça va bénéficier à combien d'automobilistes chaque jour? Alors, d'abord, ce que je tiens à dire sur ce sujet qui est majeur et dont je n'ai pas pu parler tout à l'heure, c'est que le problème de Paris, depuis 1000 ans, c'est que Paris manquait d'un axe de traversée ouest-est. La ville avait été construite exclusivement sur des axes nord-sud. Résultat, ils étaient toujours embouteillés. Paris a toujours connu un problème monstrueux de ce qu'on appelait à l'époque les embarras, pour dire les embouteillages. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est même à cause de ça qu'Henri IV s'est fait assassiner par Ravaillac, parce qu'il a réussi à rattraper son carrosse dans les embouteillages. Je ferme la parenthèse. Au bout de 1000 ans d'histoire, de ces histoires d'embouteillages réguliers, récurrents, qui empoisonnaient la vie des Parisiens, Georges Pompidou et le général de Gaulle ont une idée, dans les années 60, de construire ces voies sur berge, sur pilotis, pour pouvoir traverser Paris d'ouest en est et désengorger tout le reste de la capitale. De faire le périph', qui n'a absolument rien décongestionné du tout. Je finis vraiment juste sur ça. Donc, ont cette idée de créer les voies sur berge pour permettre la traversée d'ouest en est. Madame Hidalgo arrive 50 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'elle se dit à l'époque? Et on me le raconte à son cabinet. Et vous qui êtes passionné des mobilités, je pense que vous le savez. Elle se dit, quel symbole est-ce que je peux prendre pour montrer que je lutte contre la voiture, pour cliver sur mes mesures, pour que la droite se mette à hurler et pour faire tourner le débat autour de moi. Et à ce moment-là,
quel meilleur symbole que fermer une voie qui s'appelle voie Georges Moi, ce que je vous Pompidou? propose, c'est de sortir des symboles parce que je voudrais faire quelque chose. C'est pas du symbole, justement. Moi, je suis pragmatique. Et puis, il faut qu'on Je vais avance. aller très vite. Je vais aller très vite. Aujourd'hui, la droite qui a combattu ce projet, Madame Rachida Dati a combattu ce projet pendant 10 ans, François Fillon, toute la droite a combattu le projet de fermeture des voies sur berge. Et maintenant, ils veulent le garder. Merci de le dire. Mais il y a peut-être une raison. Pourquoi? Oui, Parce qu'ils se disent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on n'a pas envie de faire bourrin, on aurait peur de faire trop la droite, les caricatures, on défend les automobilistes. Ils oublient que quand Madame Hidalgo l'a fermé, c'était pour faire bourrin. C'était pour faire une mesure qui ferait hurler la droite. Si on et c'est sortir comme de ça tout ça qu'elle pour procède. juste Soyons savoir, pragmatiques. Selon vous, combien d'automobilistes pourraient emprunter ces taxes une fois réouvertes? Monsieur, d'abord, première chose, moi je vais arrêter de répondre à des QCM, je me suis fait avoir une fois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de répondre à un QCM. Je vais vous donner la réponse. Il y avait 50 000 automobilistes qui passaient par là lorsque c'était Très ouvert. bien, monsieur. Je vais répondre sur l'impact que ça a eu. C'est une goutte d'eau dans la mobilité parisienne. Il y a 4 millions de personnes dans le métro. C'est là où vous vouliez en venir. Je vais revenir à ça. Très bien. 1 million de personnes sur le périph'. Et par exemple, juste le nombre de locations de Vélib par jour, c'est plus de 130 000. Donc 50 000, c'est une ligne de bus, en fait. Est-ce que vous savez que depuis la fermeture des voies sur berge, il y a tout simplement moins de gens qui circulent dans Paris qu'avant? Pas des gens qui se sont reportés sur d'autres modes de transport, comme vous semblez le sous-entendre, et maintenant je comprends le sous-entendu de votre question. Les gens qui ne prennent plus leur voiture dans Paris. Il n'y a pas un report équivalent de gens qui prennent désormais le vélo ou les transports en commun. Qu'est-ce que ça signifie? Que la politique de lutte contre la voiture n'a pas servi à transposer un mode de transport sur un autre, mais à dévitaliser Paris. On a désertifié la capitale. On a posé les gens qui ont arrêté de prendre la voiture sont passés dans les transports en commun. Et ceux qui ont sorti les transports en commun sont passés dans le vélo. Monsieur, vous connaissez les chiffres, il n'y a pas un report exact. Ce qu'on a perdu, on l'a dévitalisé. Le taux de vacances commerciales s'explique par ça. Parlez à des commerçants. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ferment boutique. Ils vous diront parce qu'il y a moins de passages. Parce qu'il y a moins de places de stationnement. Il n'y a plus qu'une seule voie de commerce. Parce qu'il y a moins de places de stationnement. Une voie de circulation est le moins élevé de Paris. La rue Saint-Jacques, regardez la rue de Rennes. Juste. Parlons de mobilité, c'est l'objectif. On parle du périph' ou du stationnement? C'est vous qui choisissez. Les deux? Les deux, mais on n'aura jamais le temps. Qu'on avance aussi. Alors, si vous voulez parler des finances publiques, alors on va... Ah oui, moi aussi, je veux parler des finances publiques. Alors, je vais donner ma mesure rapidement. Je rétablis le 80 km/h sur le périphérique. Justement. Sur les voies sur berge, ce qu'on observe, étude Air Paris, j'ai pas pu quand même le dire, étude Air Paris de 2017, donc après la mesure, qu'est-ce qu'on observe? C'est écrit noir sur blanc dans l'étude Air Paris de 2017, que la fermeture des voies sur berge a participé à la pollution des quais et de tous les axes de délestage. Donc là, on parle du Louvre, de Célestin et du boulevard Saint-Germain. Ça a recréé de la pollution. Ça a recréé de la pollution. Il y a eu un contexte général d'amélioration de la qualité de l'air en ville, qui est surtout dû aux ingénieurs. En fait, j'ai pas eu le temps de poser une seule question, en fait. Je réponds à votre question. Pas vraiment. Alors, sur le périph' à 80, le périph' à 80, pour rouler mieux, c'est ce que vous voulez faire. Le périph' n'est plus à 80 depuis 10 ans maintenant. On va voir deux chiffres. La vitesse moyenne du périph' quand il était à 80. Vous allez apporter de l'eau à mon moulin. 32,6 km/h. Et oui. Depuis qu'il est à 50, 34 km/h. Merci beaucoup. Vous apportez de l'eau à mon moulin. On roule mieux à 50 qu'à 80. Donc, quand vous dites on roule mieux à 50, c'est-à-dire qu'on roule à 34, monsieur, il faut être un peu logique. 34 au lieu de 32. Là, on parle de 34. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en effet, dans les heures où le périphérique est embouteillé, de toute façon, on ne peut pas attendre les 50. Vous le dites, merci d'apporter de l'eau à mon moulin. On ne peut pas non plus attendre les 80. Mais dans les heures, 50 permet de fluidifier le trafic. Mais dans les heures où le périphérique est vide et que vous êtes dessus et que vous devez rouler à 50 maximum, qu'est-ce que ça a créé? Uniquement des contraventions, des recettes, les radars qui ont explosé. Mais après, on voit bien que cette route n'a pas été construite pour rouler à 50. C'est faux. Ça a créé plus de bruit. Vous avez déjà parlé à un riverain du périphérique? Alors, il y a 3 décibels de moins, y compris 3 la nuit. 3 décibels, c'est inaudible à l'oreille humaine, monsieur. Exactement, c'est très audible, c'est l'équivalent de 30% du trafic en moins, puisque c'est une échelle logarithmique. Est-ce que vous avez déjà parlé à un riverain du périphérique qui vous dit qu'à cause de cette nouvelle limitation, ils entendent toute la journée des bruits d'ambulance qui sont obligés de mettre leur gyrophare? Parce que ces bruits-là ressortent par rapport, puisque le bruit moyen a diminué. Voilà, le bruit moyen inaudible à l'oreille nue. Donc il faut rajouter du bruit au bruit pour qu'on n'entende plus le bruit. C'est inaudible. Donc quand je vous dis qu'aujourd'hui, vous apportez de l'eau à mon moulin en me disant que de toute façon, la vitesse moyenne ne permet pas de dépasser ni les 50, ni évidemment, a fortiori, les 80. Oui, mais de rouler mieux. L'inverse, quand il n'y a personne, quel rapport? D'ailleurs, même Valérie Pécresse, qui était opposée aux 50 km/h, aujourd'hui, ne dit Alors, vous êtes d'accord pour les heures creuses de pouvoir rouler à 80, donc? Mais ça dépend si on parle mobilité ou si on parle aussi des riverains. Il y a 500 000 personnes qui habitent juste à côté du périph' et qui ont besoin aussi de dormir. Alors, si on parle mobilité, effectivement, c'est plus
mieux de rouler à 70, à 80 ou à 150 D'accord, si merci vous beaucoup. voulez. Alors, on va plus vite, mais il n'y a pas que ça. Comment À on 80. vit dans une ville. Allez, ça sera Vous êtes un expert votre mobilité, réponse. je crois. Allez-y, la réponse. Et on Donc finit sur le Ah oui, stationnement, je vais simplifier drastiquement les règles de stationnement. Première heure de stationnement gratuite pour pouvoir aider non seulement les parents qui amènent leurs enfants à l'école, les grands-parents qui les emmènent pour des activités, au tennis ou peu importe, les menuisiers, les artisans parisiens qui aujourd'hui ne rentrent plus dans Paris, pardon, pas les Parisiens, les artisans qui viennent d'ailleurs C'est moins et d'un qui ne déplacement viennent sur plus 10, la et qui voiture ne dans viennent Paris, plus quand même. Hein. et qui ne... C'est ultra minoritaire aujourd'hui. Je vois pas le rapport avec ce que je suis en train de dire, mais je vais finir sur le stationnement. Donc les menuisiers, les plombiers qui n'entrent plus dans Paris, pourquoi ? Parce que l'heure de stationnement est plus chère que le SMIC horaire de leur branche. Par conséquent, tous les Parisiens payent pour ces folies de lutte contre la voiture. Ils ne trouvent plus de menuisiers, plus de plombiers, plus d'artisans pour venir chez eux. Première heure de gratuité pour tout le monde. Ensuite, simplification drastique. 5 € de l'heure, quel que soit le véhicule et quel que soit l'arrondissement. Gratuité également entre midi et 14h pour aider les restaurateurs, parce qu'il n'est pas normal que des gens aient à budgéter 36 € avant même d'avoir commandé le premier plat. C'est un sujet de pouvoir d'achat. Et enfin, dernièrement, j'en finis par là, Voilà. étendre le tarif résidentiel à tout l'arrondissement et simplifier les modes d'abonnement au mois ou à l'année, au lieu d'avoir à le faire tous les lundis. Merci beaucoup Bertrand. On passe à un autre sujet, celui des finances publiques. C'est un marqueur de votre campagne. Vous promettez 10 milliards d'euros d'économies sur 10 ans. D'abord, on fait un point sur la situation budgétaire de la ville de Paris avec Antoine Delcourt. La ville de Paris dépenserait-elle davantage que ses moyens ? Dans son rapport l'été dernier, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France pointe en tout cas une situation financière dégradée. Principale source d'inquiétude, la dette, qui a plus que doublé en 10 ans. Elle s'élevait à 4,2 milliards d'euros en 2014. Elle atteint aujourd'hui 9,3 milliards. En cause, selon le rapport, une faiblesse de l'épargne de gestion. Dans un contexte où les transactions immobilières sont en baisse, la ville perçoit moins d'argent que prévu. La hausse de la taxe foncière décidée en 2023 ne permet pas de combler ce manque à gagner. Autre point noir, les dépenses de fonctionnement. Entre 2021 et 2024, elles ont augmenté de 13%, plus vite que les recettes. Dans une collectivité qui emploie 50 000 agents, la Cour régionale des comptes estime que des marges de manœuvre existent dans la masse salariale. De son côté, Anne Hidalgo fustige le caractère déséquilibré, je cite, de certaines affirmations. La maire de Paris défend au contraire sa politique d'investissement, 1,6 milliard d'euros par an en moyenne, en faveur des logements sociaux et de la transition écologique. Voilà, donc en 2025, la situation s'est un peu arrangée avec une épargne de gestion à la hausse, ce qui signifie des plus grosses capacités de financement des investissements avec une durée, selon la ville, de remboursement de la dette ramenée à 12 ans. Mais voilà, cet endettement, il devrait continuer à croître un peu en 2026 et avoisiner les 10 milliards d'euros en fin d'année. 10 milliards, c'est justement ce que vous voulez économiser sur 10 ans. Comment est-ce que vous arrivez à ces 10 milliards d'euros d'économies ? Premièrement, merci d'avoir lu la justification absolument loufoque de la ville de Paris qui vient nous dire que la situation s'est améliorée alors que la dette continue de se creuser. Là, non, mais sur il y a un oxymore. Sur l'autofinancement, effectivement, il y a eu une année 2024 qui était un peu Quand la dette compliquée. continue de se creuser, ça veut dire qu'il n'y a pas... il nous parle d'épargne, mais si jamais la ville faisait vraiment des excédents, si jamais elle ne maquillait pas ces dépenses de fonctionnement, parfois en investissement, c'est bien simple, on rembourserait la dette. Or, on voit qu'on creuse la dette qu'ils font 3 de fois plus vite qu'on l'investissement ne la dans du rembourse. logement, dans la végétalisation de la capitale. Vous, par contre, comment est-ce que vous voulez réduire l'endettement ? Fascinant. Sur l'investissement qui est fait, donc en grande partie le logement social, voilà le nerf de la guerre. J'ai publié hier soir un rapport total sur la gestion calamiteuse de la ville de Paris par les socialistes. Argentdesparisiens.fr. J'invite tout le monde à aller voir, il y a tous les chiffres. C'est vraiment calamiteux. Sur le logement social, qu'est-ce qu'a fait la ville de Paris ? Elle s'est endettée, année après année, pour pouvoir préempter des logements et y mettre du logement social. Vous pouvez me dire... En 2025, 800 millions d'euros sur la politique du logement. Vous pouvez me dire, ce sera un investissement. En principe, quand on investit, c'est dans l'espoir d'avoir en face des revenus qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'a fait la ville de Paris ? Elle a mis en place ce système des baux amphithéotiques. Avec l'aide de François Hollande, en 2014, par décret, a permis à la ville de Paris de percevoir en avance 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans de loyer. Ce qu'on appelait les loyers capitalisés. Bravo, j'avance parce que vous êtes là pour donner votre programme aussi. Je vais donner mon programme, mais il en découle, si je peux me permettre de faire un constat, parce que personne ne dit ça et Emmanuel Grégoire essaye de cacher la réalité de ce scandale. Vous voulez vendre du logement social, c'est la conclusion. Profiter, ouais. Voilà, c'est la conclusion de tout ça. Donc, ce système des baux amphithéotiques qui a été mis en place, ça a permis de percevoir tout de suite 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de loyer. Qu'est-ce qu'a fait la ville de Paris ? Elle a utilisé cet argent pour essayer de combler ses budgets en permanence déficitaires. Elle a fait ça jusqu'en 2022. Donc elle a brûlé des revenus futurs
qu'on ne percevra jamais. Non, on n'a que la dette. On hérite de la dette, mais on n'hérite pas des revenus futurs, puisque c'est la ville de Paris qui les a perçus en avance. Résultat, Oui, mais vous allez pouvoir, si vous elle a êtes brûlé élu, cet argent. hériter de la vente de logements sociaux. Mais bien sûr, c'est là où j'en viens. Pourquoi Emmanuel Grégoire, dans son programme, dit qu'il faut porter le taux de logements sociaux à 40%? On est aujourd'hui à 25% à Paris. Parce qu'il doit continuer. C'est une fuite en avant. C'est un système de Ponzi immobilier. La mairie de Paris s'est enfermée dans un cercle vicieux où elle a besoin en permanence de percevoir ses loyers capitalisés. Vous avez dit dans votre documentaire, avec des recettes moindres qu'espérées. C'est leur seule porte de secours. Ils ont besoin de ce système. Donc, moi, je veux sortir de ce agissez système. sur le logement social. Moratoire sur la construction de logements sociaux et sur la préemption. On arrête de préempter. Et je vends 10% du parc social à leurs occupants. Parce que c'est ça, à mes yeux, la vraie justice Et sociale. vous êtes prête C'est de à leur payer permettre des d'accéder amendes si on n'a à la pas propriété. si on n'atteint pas les 25%. C'est ce de que logements prévoit la sociaux. loi SRU. C'est pas quelque chose d'illégal. Elle prévoit qu'on puisse payer des pénalités Oui, quand on ça, n'atteint pas vous- les 25%. Bien sûr. Ouais. Donc moi, ce que Alors, je dis, par c'est que contre- la vraie justice sociale, c'est de vendre le logement social à leurs occupants. Et maintenant, je vais vous répondre sur les économies. Les 10 milliards sur 10 Alors, ans, vous voulez, par exemple, diminuer le nombre d'agents par 2 divisé par 2, le Divisé nombre de par fonctionnaires 2. à la ville de Paris. Rappelons aux gens qui nous écoutent, 55 000 fonctionnaires à la ville de Paris. C'est plus de 2 fois plus 53 000, agents. C'est plus que... Exactement, plus- selon le rapport social de la ville de C'est Paris. plus que 2 fois plus l'ensemble des personnels de toutes les préfectures Alors, de France. C'est Sur ce 21 000. point, je vous propose d'écouter Thierry Mariani sur cette volonté de Mais je réduire vous en prie, de moitié écoutons-le. les effectifs. C'est facile d'annoncer, par exemple, que je vais diminuer les employés de la ville de Paris, je vais diviser par 2. Vous savez, 55 000 passés à 20 000, ça voudrait dire qu'il faudrait supprimer 20 000 emplois. D'abord, à mon avis, c'est ni impossible ni souhaitable. Et puis, je serais curieux de savoir comment on s'y prend quand il y a simplement 2 000 départs à la retraite chaque année. Ni possible, ni souhaitable, Waouh. dit Thierry Mariani. On reconnaît bien là le caractère socialiste du Rassemblement national. Puisqu'il est curieux de savoir, je vais lui expliquer à M. Mariani. La première chose qu'on m'a apprise à la Cour des comptes, c'est que quand on regarde une administration, il faut regarder le turnover naturel de cette administration. Combien de personnes partent naturellement, sans avoir besoin de faire de plan, sans avoir besoin de mettre les gens au chômage? Il ne s'agit pas du tout de brutaliser les fonctionnaires, ils ne sont pas responsables de la gestion calamiteuse de la ville. Donc, quel est le turnover naturel de la ville de Paris? C'est 3 500 personnes qui partent naturellement en moyenne chaque année. Il y en a Des même eu départs à la 5 retraite. 577 en 2020. Merci beaucoup. Je fais une moyenne pour être honnête, mais j'aurais pu donner ce chiffre. Seulement, par contre, 1128 départs à la retraite, par exemple, Alors, d'agents, de fonctionnaires. Je finis. Départ à la retraite, fin de contrat, par exemple quelqu'un qui était en CDD et qui s'en va, démission, des gens qui peuvent aller partir ailleurs dans l'administration, créer une entreprise, que sais-je, bref, des changements de poste, on ne reste pas toute sa vie chez le même employeur. Donc 3 500 personnes qui partent naturellement en moyenne chaque année. Vous voyez bien que sur 10 ans, ça fait beaucoup de monde, ça fait 35 000 personnes. Ce que je dis, c'est que l'écrasante majorité de ces postes, je ne les remplace pas, à part dans 2 domaines que je considère prioritaires, la petite enfance et la police municipale. Ça, ce sont 2 sujets Et où, les il faut le autres dire, services, vous les il faites manque de monde. tourner comment? Les autres services, prenons des exemples. Vous avez 400 personnes à la communication de la ville de Paris. Vous avez un service de communication dans de multiples directions de la ville de Paris. 400 personnes, je considère que c'est beaucoup trop. Madame Hidalgo n'avait pas besoin d'avoir un service de communication de 400 personnes à ses côtés. Et quand vous voyez dans la ville de Paris les différentes directions, c'est pléthorique, c'est beaucoup trop. On peut faire aussi bien, et même beaucoup mieux, puisque aujourd'hui on voit bien que le nombre de fonctionnaires n'est pas corrélé au service municipal qui nous est rendu. Il a presque doublé depuis ces dernières décennies. Et pourtant, qu'est-ce qu'on observe? Une ville plus sale, une ville plus dangereuse, une ville insalubre, où on a le sentiment que les services publics municipaux sont moins bien assurés qu'ils ne l'étaient quand on avait 20 000 fonctionnaires de moins. Donc c'est un vrai sujet politique à faire comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de fonctionnaires que le service public sera meilleur. Il n'y a que la gauche pour croire ça. Et la gauche nous a prouvé que ça n'était pas exact, parce qu'on a vu qu'avec l'explosion du nombre de fonctionnaires, Paris n'a jamais été aussi mal géré. Votre objectif à Paris, c'est quoi? C'est dans cette campagne municipale, c'est prendre un mandat local, mettre pied au Conseil de Paris, ou est-ce que c'est peut-être plutôt de faire l'union des droites, en l'occurrence avec Rachida Dati? Première chose, l'union des droites, ça n'est qu'une stratégie et qu'un moyen. L'objectif, c'est de devenir maire de Paris. Mon objectif, c'est que dans 6 ans, vous me réinvitiez au moment de la prochaine campagne et que je puisse avoir un très beau bilan à défendre, que je puisse avoir commencé à mettre en œuvre toutes les conditions pour que les Parisiens redeviennent heureux dans une ville heureuse. C'est ma véritable ambition. C'est de réussir le 23 mars à être à mon bureau, à l'hôtel de ville, à commencer à gouverner avec les Parisiens Et pour par ça, référendum. il faudrait qu'il y ait union avec Rachida Dati. Vous l'avez dit. Et vous avez croyez tellement ou raison pas de le dire.
Mais vous le croyez? C'est très bien cette qu'il union y ait un journaliste qui s'aperçoive que pour gagner, on a besoin de cette union. Moi, je suis très humble. Je dis que même si demain je suis première, même si ma dynamique, comme vous le disiez au début, se poursuit, je sais que j'aurai besoin des autres. On ne peut pas gagner seul. Et il faut que tout le monde ait la même humilité que moi, de reconnaître que demain, personne ne pourra gagner seul. On aura tous besoin les uns des autres. Donc si demain je suis première, je suis en tête le soir du premier tour, je tendrai la main tout de suite à Madame Dati, à Monsieur Mariani, malgré ses approximations, à Monsieur Bournazel, malgré ses insultes, pour vous dire que ce qui compte avant tout, ça n'est pas mon petit ego, mes petites vexations et les attaques dont je fais l'objet de leur part, mais avant tout l'intérêt des Parisiens. On a besoin les uns des autres, on représente chacun une ligne différente. Si les Parisiens se portent sur les uns et sur les autres, je reconnaîtrai la force démocratique de leur score en considérant qu'on a besoin de l'alliance la plus large pour battre la gauche, pour sortir les socialistes de la mairie au regard du désastre qu'ils nous ont imposé à Paris depuis 25 ans. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va refermer cet entretien. Merci beaucoup, Sarah Knafo, d'être venue sur le plateau de France 3. Je vous laisse découvrir les autres candidats pour cette élection à la mairie de Paris. Et je cite notamment 3 candidats, Blandine Chauvel pour le NPA, Antonin Duhart, les écologistes du centre, et Marielle Saunier pour Lutte ouvrière. Des candidats que nous n'avons pas reçus, voilà pourquoi nous les citons. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous, Sarah Knafo, d'être venue, et très bon lundi à vous.